Je ne vais pas mentir, cette époque peut être la plus fascinante de l'histoire humaine et pourtant personne ne parle de ce qui la rendait si unique. À une période où les frontières et les noms de pays commençaient à se solidifier pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui et où la technologie devenait en quelque sorte moderne et reconnaissable, une chose rendait ce monde d'alors totalement étranger pour nous. Le fait que le charbon était absolument partout, il était inévitable dans la vie quotidienne, puis soudainement il a tout simplement disparu. Et voici comment. Les machines à vapeur ont définitivement changé le cours de l'histoire. Avec la capacité d'automatiser des métiers ancestraux comme le filage et le tissage, de nombreuses personnes qui menaient auparavant une vie confortable à la campagne ne pouvaient plus rivaliser et se sont soudainement retrouvées sans emploi ni revenus. Heureusement, de nouveaux emplois apparaissaient en masse dans les villes, alors ces personnes s'y sont précipitées pour trouver du travail. Et chacun d'entre eux a dû être choqué par ce qu'il a découvert. En raison du fonctionnement des machines à vapeur, plus elles étaient grandes, plus elles brûlaient le charbon efficacement, ce qui incitait à construire des usines de plus en plus imposantes. On ne peut qu'imaginer à quel point il devait être fou à l'époque de voir ces immenses structures industrielles et les panaches de fumée s'élever majestueusement au-dessus de la ligne d'horizon de la ville. Mais désormais, c'était ici leur nouveau foyer. Une fois qu'un emploi était trouvé, un ouvrier découvrait rapidement que chaque étape de la production était décomposée en tâches les plus élémentaires. Soudain, des personnes qui avaient passé toute leur vie à exercer une variété de métiers enrichissants se retrouvaient réduites à de simples rouages de la machine. Répétant la même tâche monotone toute la journée, une journée d'ailleurs rythmée par l'horloge. Et pour beaucoup de ces personnes, la notion même du temps était quelque chose de totalement nouveau. En particulier, l'idée qu'ils dictent quand dormir, quand se réveiller, quand manger et quand aller ou revenir du travail. En effet, ce sont des contraintes auxquelles ils n'avaient tout simplement jamais été confrontés auparavant. Une autre nouveauté était la lumière. Aujourd'hui considérée comme acquise, la lumière la nuit était, pendant presque toute l'histoire de l'humanité, un luxe que seules les élites pouvaient se permettre. Mais avec l'introduction et la prolifération des lampes à gaz de houille dans les années 1800, les usines étaient éclairées la nuit si intensément que les observateurs les comparaient à des palais. Grâce à cette nouvelle technologie, certaines usines ont commencé à expérimenter le travail en continu, ce qui a aidé les ouvriers puisque cela a réduit la durée de leur journée de travail de 16 à seulement 12 heures. Oui, quand j'ai dit qu'ils travaillaient une journée entière, je le pensais vraiment. Avoir une vie en dehors du travail n'existait pratiquement pas du tout. En raison de la rapidité et de l'ampleur de ce changement sociétal, aucune loi n'existait pour empêcher toute forme d'abus au travail. Concernant la législation, on était encore au Moyen Âge. Le résultat fut, je cite, « les contraintes quotidiennes les plus strictes jamais imposées à la liberté de mouvement et au temps d'une classe entière de personnes ». Il est vraiment difficile de surestimer à quel point ce contrôle total a dû être un choc pour des personnes qui auparavant menaient une vie libre et autonome à la campagne. Mais après avoir vécu suffisamment longtemps en ville, ils ont commencé à avoir des enfants. Pour ceux nés dans ce système industriel, ils trouvaient un emploi dès leur 3e ou 4e année de vie sur Terre. C'est-à-dire à seulement 3 ou 4 ans. Et les tout-petits ne se contentaient pas de faire des travaux d'adultes. La nature particulière des machines permettait à leur petit corps d'accéder à des endroits inaccessibles aux adultes. Le résultat fut que de nombreux emplois furent créés spécifiquement pour les enfants. En plus de cela, les employeurs constataient qu'ils pouvaient les payer moins cher et qu'ils étaient plus faciles à discipliner. D'un point de vue d'efficacité, ils étaient à bien des égards l'ouvrier idéal. Cette méthode s'est également étendue aux mines de charbon elles-mêmes, qui ont commencé à creuser des tunnels plus petits que seuls les enfants pouvaient emprunter, et les abus qui avaient lieu dans ces tunnels faisaient paraître le travail des enfants dans les usines comme un véritable paradis en comparaison. La citation suivante évoquera une image mentale digne d'un film d'horreur. Enchaînés, sanglés, harnachés comme des chiens dans une charrette, rampant sur les mains et les pieds, traînant de lourdes charges derrière eux. Tout cela se passait dans l'obscurité, éclairé par une seule torche, dans un puits de mine si étroit qu'ils ne pouvaient même pas se tenir debout. Et vous vous demandez pourquoi leurs parents les envoyaient là, dedans. Pour les adultes qui envoyaient leurs enfants travailler, ils ne connaissaient rien d'autre.
En réalité, les enfants ont toujours travaillé au cours de l'histoire, contribuant à la famille de manière comme en travaillant à la ferme ou en lavant le linge. Il n'existait pas de système éducatif préparant les enfants au travail. Ils commençaient tout simplement à travailler. Mais désormais, dans ce monde industriel, la seule façon de vraiment contribuer était financièrement, en travaillant pour un employeur. Alors, au lieu de les laisser traîner à la maison, ils les envoyaient dans le système des usines sans vraiment se rendre compte de la vie dont ils les privaient. Cette nouvelle classe d'ouvriers industriels, déracinés et traditionnalistes, était un spectacle alarmant pour les classes supérieures, qui étaient convaincus d'assister à l'émergence, je cite, d'une nouvelle race d'êtres, tant du point de vue des manières, des emplois que de la subordination. Et d'une certaine manière, ils avaient raison. Dans ces villes densément peuplées, aucun espace n'était réservé au parc ou à la verdure, et cette absence de nature devait certainement se faire cruellement sentir. Même le dernier bastion de la nature sur lequel nous pouvons tous compter, le soleil lui-même, parvenait parfois à être complètement obscurci par la masse écrasante de fumée noire de charbon. Un journal a un jour rapporté que l'on pouvait à peine distinguer les gens à seulement 2 mètres de distance. La suie noire du charbon recouvrait absolument toutes les surfaces. Routes, bâtiments et vêtements, ce qui rendait presque impossible de maintenir une quelconque propreté, sauf, bien sûr, si vous étiez riche. Pourtant, malgré le fait qu'on ne puisse presque rien voir devant soi, ce monde devenait plus connecté que jamais alors qu'une autre merveille de l'ère industrielle commençait à transformer la Grande-Bretagne, la machine à vapeur. En 1852, il y aurait 600 km de voies ferrées traversant tout le pays. Les gens pouvaient désormais voyager entre les grandes villes en une seule journée, une avancée miraculeuse. Mais pour certains, ils savaient que quelque chose n'allait vraiment pas dans cette vie. Alors ils traversaient leur existence quotidienne en économisant pour un rêve. Un aller simple vers un pays qui, autrefois, était une colonie de la couronne, un endroit où la promesse de liberté et d'aventure résonnait de l'autre côté de l'océan, les États-Unis d'Amérique. On peut imaginer à quel point, pour des gens vivant dans ces conditions horribles, contrôlées et exiguës, la promesse d'un lieu rempli de nature, d'aventure et surtout de liberté paraissait extrêmement séduisante, comme un retour à l'ancienne façon de vivre dont ils se sentaient privés. Mais il y avait un seul problème à ce niveau-là. À mesure que les États devenaient plus établis, ils continuaient de s'étendre vers l'ouest. Au milieu de la conquête des terres, ils ont examiné précisément quelles ressources elles contenaient. Et ce qu'ils ont découvert allait changer le cours de l'histoire des États-Unis, tout comme cela s'était produit en Angleterre. Vous l'avez deviné, ils ont trouvé du charbon. En raison de l'emplacement des gisements, la révolution industrielle aux États-Unis a commencé avec un petit village commercial appelé Pittsburgh, qui s'est développé pendant la guerre d'indépendance. Et seulement 8 ans après la fin de cette guerre, avec une population de 376 habitants, la ville atteignit un jalon de progrès industriel unique à seulement quelques endroits dans le monde à l'époque. Sa première plainte pour pollution. Au cours des années suivantes, elle allait devenir un centre majeur de fabrication pour des industries à forte consommation de combustible, telles que la verrerie et la métallurgie du fer. En 1817, elle comptait 6 habitants et plus de 250 usines. Tout comme dans les villes britanniques, les visiteurs commencèrent à rapporter que la fumée rendait la ville sombre, bloquant la lumière du soleil. Et seulement 20 ans plus tard, Pittsburgh devint la capitale de la vapeur de l'hémisphère occidental. Mais pour l'instant, ce phénomène industriel se produisait de façon isolée. Ailleurs aux États-Unis, la révolution était en pause. Mais tout cela allait changer car les villes de la côte est commençaient à rencontrer exactement le même problème que Londres 2 siècles auparavant. Ils brûlaient tellement de bois qu'ils étaient en train de manquer d'arbres, ce qui faisait grimper les prix et rendait le charbon une option viable. Mais il y avait un seul problème. L'infrastructure de transport n'existait tout simplement. Contrairement à l'Angleterre, ils ne pouvaient pas simplement longuer la côte en bateau. Le charbon se trouvait entièrement à l'intérieur des terres et devait être acheminé vers la côte. Ils ont donc emprunté une autre voie que les Anglais avaient déjà expérimentée, les canaux. D'immenses chantiers de creusement ont vu le jour partout dans le pays, créant des voies reliant les villes aux riches gisements de charbon. Et une fois la technologie en place, une autre innovation britannique a commencé à faire son apparition. Les chemins de fer, en se développant, sont devenus si étroitement liés au commerce du charbon qu'on les considérait comme une seule et même industrie. Avec l'infrastructure désormais en place, de nouvelles villes ont vu le jour tout le long de ces routes, des endroits comme Minersville, Newcastle et Port Carbon, cette dernière ayant commencé avec une seule famille, ayant atteint plus de 900 habitants en seulement un an. On peut dire qu'à ce stade, il n'y avait que 2 choses indispensables à la civilisation, le charbon et l'eau. Et maintenant que les grandes villes des États-Unis abondaient en ces 2 ressources au cours des décennies suivantes,
De 1835 à 1855, les États-Unis se retrouvèrent dans la même situation que celle décrite au début de cette vidéo. D'immenses migrations des zones rurales vers les villes industrielles eurent lieu à une très grande échelle. À ce stade, le pays était très industrialisé, produisant certains biens que même les Anglais admiraient. Cependant, ce succès économique n'était pas réparti de manière égale à travers l'ensemble du pays. Le charbon et tout ce qui l'accompagnait mirent en évidence un profond fossé économique entre le nord industriel et le sud agricole, qui dépendait des plantations esclavagistes exportatrices. Ces tensions finirent par exploser en une guerre civile. C'est à ce moment-là que l'on peut vraiment entrevoir pour la première fois une guerre alimentée par le charbon. Les chemins de fer furent réquisitionnés à des fins militaires, permettant un flux constant d'hommes et de munitions vers la ligne de front, ce qui rendit possible des batailles plus vastes et plus sanglantes. L'utilisation de grandes fonderies de fer permit de tester au combat une nouvelle catégorie de navires, les cuirassés. Ce fut une démonstration de l'importance décisive de l'avantage industriel dans la guerre. Le Nord disposait d'une production industrielle 10 fois supérieure, d'une production d'armes à feu 32 fois plus élevée et d'un avantage colossal de 38 pour 1 en charbon. Le message était clair. À la fin du conflit, 600 héros américains allaient mourir, faisant de cette guerre civile la plus meurtrière de l'histoire humaine. Et ce n'était que le début de ce qui allait arriver. Au lendemain de la guerre de sécession, les États-Unis continuèrent leur progression et leur développement en tant que nation, exploitant de plus en plus de mines, finissant par dépasser et ce faisant détrôner le roi du charbon, la Grande-Bretagne elle-même. Dans les années 1890, les États-Unis devinrent le plus grand producteur de charbon au monde. Et d'ici 1900, cet écart allait s'élargir suffisamment pour que le charbon devienne définitivement le fondement de la puissance économique du pays. Et juste derrière la Grande-Bretagne en termes de production de charbon, à la 3e place mondiale se trouvait une puissance industrielle montante du nom de l'Allemagne. Mais certaines personnes commençaient à en avoir assez. Au cours de la décennie suivante, le grand sujet autour du charbon fut un mouvement précoce de lutte contre la pollution, mais pas pour les raisons auxquelles on pourrait penser. En 1842, un rapport choc révéla que les enfants nés dans la classe ouvrière de Manchester avaient plus de 57% de chances de mourir avant l'âge de 5 ans, ce qui faisait chuter l'espérance de vie moyenne à seulement 17 ans. Illustrer la situation, les pauvres ruraux avaient une espérance de vie moyenne de 38 ans. C'est plus du double. Il était désormais évident que quelque chose dans la vie urbaine tuait les gens, en particulier les pauvres. Mais la société était dans le déni. À cette époque, la fumée en ville était considérée comme une caractéristique de la civilisation. Une vie sans elle semblait inimaginable. Certaines théories commençaient à relier le manque de soleil à ces décès, mais avec des moyens primitifs de le mesurer, aucun lien de causalité ne pouvait être établi. Et il existait également à l'époque des arguments affirmant que la fumée purifiait les poumons et les rendait résistants aux bactéries. Pour cette raison, le premier véritable mouvement anti-pollution n'est pas né des hommes qui dirigeaient les communautés scientifiques, mais plutôt de leurs foyers et des femmes qui y vivaient. À une époque où les tâches domestiques étaient considérées comme exclusivement féminines, il devenait de plus en plus difficile de garder la maison, la nourriture et la famille propres. Comme mentionné, la suie de la fumée était partout et cela commençait à être perçu comme un problème. Bientôt, les femmes commencèrent à former des groupes et à s'exprimer ouvertement à ce sujet, lançant le mouvement de l'entretien municipal. Mais parce qu'elles étaient des femmes, et souvent privilégiées, leur appel pour un air plus pur était perçu comme sentimental et non pris au sérieux. À Pittsburgh, on les accusait de vouloir protéger leur teint plutôt que leur santé. Mais ces femmes étaient sur le terrain et faisaient avancer les choses. Elles ont travaillé avec des ingénieurs pour trouver des technologies permettant de brûler le charbon plus efficacement et plus proprement. Elles ont réussi à faire adopter de nouvelles lois interdisant la fumée dense, un véritable exploit. Surpasser le lobby de l'industrie du charbon n'est pas une mince affaire. Mais le fait est que ce mouvement anti-pollution ne peut fonctionner que dans une société très stable et pacifique. Puisque le charbon était désormais complètement lié à la guerre, si un conflit de grande ampleur éclatait, toutes ces nobles aspirations devraient être mises de côté, et c'est exactement ce qui s'est passé. En 1914, une guerre a éclaté. Au départ, on pensait qu'il ne s'agissait que d'une autre guerre balkanique, mais en l'espace de quelques mois à peine, elle s'est transformée en quelque chose de totalement méconnaissable, quelque chose de sans précédent dans les annales de l'histoire humaine. Une guerre mondiale.
Conformément au système d'usine axé sur l'efficacité, les uniformes colorés de l'époque napoléonienne étaient officiellement relégués au passé. Les unités allemandes marchaient en France et en Russie en colonnes grises, construisant des voies ferrées au fur et à mesure qu'elles s'enfonçaient en territoire ennemi. Les cuirassés de la guerre de sécession américaine ont forcé les marines à se moderniser et à repousser les limites des navires en métal, aboutissant aux gigantesques cuirassés de classe Dreadnought. Les mitrailleuses jouèrent un rôle déterminant sur le champ de bataille et l'artillerie prit une ampleur considérable en taille, portée et calibre, aboutissant à ce que nous connaissons de la guerre, un broyeur de chair, de boue, de balles et de barbelés. Plus tard, l'économiste John Maynard Keynes dira que l'Empire allemand s'est construit plus véritablement sur le charbon et le fer que sur le sang et le fer. Et il y a une raison très précise à cela. Le charbon ne servait pas seulement à la production de carburant et au transport, ces hydrocarbures étaient utilisés dans une grande partie de l'industrie chimique. Les armes les plus meurtrières sur le champ de bataille étaient entièrement issues du charbon, tout comme de nombreux médicaments et désinfectants utilisés pour soigner des millions de soldats dans les hôpitaux. La Première Guerre mondiale a été plus dépendante du charbon que n'importe quelle autre guerre de l'histoire humaine. Et à travers une série d'événements malheureux, le géant du charbon qu'étaient les États-Unis fut finalement entraîné dans la guerre et la production explosa pour répondre à la demande en temps de guerre. Cela provoqua en réalité la plus grande pénurie de charbon de l'histoire des États-Unis. La situation était si grave que durant l'hiver 1917-1918, certaines écoles furent fermées pendant des semaines faute de pouvoir lutter contre le froid. Lorsqu'il était disponible, le charbon était rationné. De nombreux usages de l'électricité, comme l'éclairage extérieur ou l'utilisation d'un ascenseur en dessous du 3e étage, étaient totalement interdits. Et, de façon tristement célèbre, l'heure d'été fut instaurée à l'échelle nationale afin de mieux profiter de la lumière du soleil. À la fin de la guerre, les estimations du nombre de morts, en particulier du côté civil, pouvaient varier considérablement. Malgré cela, les deux chiffres, même aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard, restent véritablement impossibles à concevoir. Ensemble, les pertes militaires et civiles sont estimées au minimum à 15 millions et au maximum à 40 millions. Voilà le véritable pouvoir de la guerre industrialisée. Mais une fois la guerre terminée, ce n'est pas la paix que les États-Unis ont trouvée. Comme d'autres travailleurs, les mineurs étaient sortis de la guerre avec l'espoir d'un monde plus juste. Et ce n'est pas ce qu'ils ont retrouvé à leur retour. Le résultat fut que le pays entra dans une période de troubles sociaux sans précédent. De manière générale, l'histoire des relations de travail entre l'Amérique et les mineurs de charbon a toujours été au mieux tumultueuse. Depuis le début, elles ont sans doute été les plus sanglantes. Bien souvent, les grèves étaient réprimées par des passages à tabac, des fusillades et même dans certains cas de véritables massacres de civils non armés, parfois perpétrés par la Garde nationale des États-Unis. Cela a provoqué la résurgence du plus ancien syndicat du pays, l'UMW, qui, en 1933, a véritablement marqué l'histoire en obtenant un contrat visant à améliorer la vie des mineurs, obtenant notamment des augmentations de salaire, une réduction des heures de travail obligatoires, des exigences en matière de sécurité et une garantie de l'emploi. Il s'agissait de victoires historiques aux États-Unis qui allaient changer à jamais le cours du mouvement ouvrier, non seulement dans le pays mais aussi à l'échelle mondiale. Le dirigeant de l'UMW était John L. Lewis, considéré comme un héros pour l'homme ordinaire, capable de remplir des stades entiers de partisans venus l'acclamer dans les années qui suivirent. En fait, il était communément admis qu'il était la deuxième personne la plus puissante du pays après Franklin D. Roosevelt. Mais la Seconde Guerre mondiale a complètement changé la donne, car, du moins aux yeux des Américains, il est devenu trop avide. Même après que les mineurs de charbon furent parmi les ouvriers industriels les mieux payés du pays, il continua à les pousser à faire grève et à se battre pour obtenir davantage, et chaque grève provoquait une pénurie nationale de charbon, faisant grimper les prix. Vous pouvez imaginer qu'avec le temps, cela a irrité les Américains. La goutte d'eau a été atteinte lorsqu'une grève a éclaté alors que l'Amérique était en pleine Seconde Guerre mondiale. Une guerre qui, comme la première, avait besoin de charbon pour produire des articles essentiels à l'effort de guerre. Ce geste fut perçu comme profondément anti-américain et assimilé à du sabotage. Et à la fin de la guerre, John L. Lewis se retrouva presque en tête des personnalités publiques les plus détestées d'Amérique. On peut parler d'une chute brutale. Et à chaque grève qu'il provoquait, une autre chose se produisait. Le marché de l'énergie se tournait de plus en plus vers le principal concurrent du charbon, le pétrole. Ceci était principalement dû au fait que le monde moderne devenait plus compatible avec le pétrole qu'avec le charbon. À l'époque, dans un monde de chariots, de trains et de navires, le charbon était pratique à transporter car il suffisait de le charger sur les véhicules. Mais dès le début des années 1900, des infrastructures étaient mises en place à travers le monde pour le transport du pétrole. Pipelines et pétroliers furent largement utilisés, rendant le pétrole nettement moins cher et nécessitant moins de main-d'œuvre pour son transport.
Un autre élément qui compliqua la situation du charbon fut l'automobile. Si vous aviez demandé à un analyste de l'industrie du charbon en 1924 s'il pensait que les voitures allaient être une bonne ou une mauvaise chose pour le charbon, il vous aurait ri au nez et aurait affirmé que ce serait évidemment bénéfique, car on supposait à l'époque que les voitures fonctionneraient au charbon. Mais comme nous le savons tous, ce n'est pas ce qui s'est passé, et ces machines gourmandes en pétrole ont commencé à apparaître partout en masse. Une histoire que j'ai d'ailleurs déjà abordée sur cette chaîne. Si cela vous intéresse, un lien est dans la description. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, presque tous les trains fonctionnaient au pétrole. Le charbon était de moins en moins utilisé. Pendant la guerre, le charbon représentait la moitié de la consommation d'énergie des États-Unis, mais il a ensuite diminué en valeur absolue et en pourcentage. En 1955, il était tombé à seulement 29% de la consommation énergétique du pays. Mais cela ne signifiait en aucun cas la fin du charbon. C'était simplement le début d'une nouvelle phase pour cette industrie. Une phase où la matière première serait retirée de l'avant-scène de la société pour exister principalement en coulisses, hors de vue mais certainement pas oubliée.